Dans les mangas animés, il y a énormément de personnages qui ont des techniques, pouvoirs et hautes capacités surpuissantes qui feraient envie n'importe qui. Mais pour éviter de faire un personnage trop puissant, les auteurs ont trouvé des limites et contraintes à leur pouvoir pour équilibrer les persos et pas les rendre trop abusés trop vite. Mais parfois les contraintes sont telles que ça devient plus du tout rentable de les posséder ou de les utiliser. Et des fois, t'as juste des pouvoirs nuls. Et on va voir 6 d'entre eux. Allez, c'est parti. Mais avant ça, est-ce que ça vous dirait de manier des pouvoirs vraiment plus stylés que ceux dont on va parler aujourd'hui? Alors laissez-moi vous présenter Crystal of Atlan, notre sponsor du jour. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce banger, Crystal of Atlan, c'est le MMORPG cyberpunk qui redéfinit la notion même de puissance. Dans un univers unique, mélangeant magie et technologie, vous incarnez un aventurier déterminé à percer les secrets des cristaux d'Atlan, véritable réservoir d'énergie infinie. Ici, vous choisissez librement parmi 11 classes distinctes et combinez plus de 20 compétences pour façonner votre propre style de combat. En plus, les affrontements se jouent aussi bien au sol que dans les airs, avec une fluidité et une intensité dignes des meilleurs bastons d'animé. Non, sérieux, c'est hyper jouissif. Et si vous voulez vous lancer dès maintenant, c'est le bon moment, puisque jusqu'au 26 juillet, participez à l'événement en collaboration avec One Punch Man. Un super event où vous pouvez obtenir gratuitement le badge de transformation Saitama, un cadre et une icône d'avatar unique, ainsi que des récompenses vous permettant d'affronter le nouveau boss galactique, Boros, que ce soit en solo ou en raid. Alors formez votre équipe, recrutez le compagnon Tatsumaki la Tanda Tragique et chevauchez des montures légendaires avec les skins Genos ou Blizzard Infernal pour dominer les donjons en coop et les arènes PVP. En plus, Crystal of Atlan est dispo gratuitement sur iOS, Android, PC et PS5. Et lui, c'est un vrai cross-platform où vous pouvez passer d'un appareil à l'autre sans jamais perdre vos progressions. Alors si vous aussi vous lancez dans l'aventure, foncez sur mon lien de description. Encore merci à Crystal of Atlan pour leur soutien, et nous, on retourne voir des pouvoirs bien moins stylés que ceux de ce super jeu, mais qui sont quand même bien rigolos. Un des personnages les plus puissants de My Hero Academia, c'est clairement Endeavor, avec son pouvoir de flamme ultra destructrice. N'importe quel criminel en face de lui se ferait carboniser en un rien de temps. Alors, on peut débattre sur le fait que ce soit un bon héros, mais c'est assurément un redoutable combattant. C'est sûrement pour ça que c'est un éternel numéro 2. Le problème, c'est qu'il a un énorme complexe d'infériorité à l'égard de l'indétrônable numéro 1, All Might. Et pour remédier à ce problème, il ne va pas devenir numéro 1 lui-même, non. À la place, il a trouvé une femme avec un pouvoir de glace et a décidé de faire des gosses à cette dernière, avec son consentement. Enfin, je suppose, et j'espère même. Et comme ça, il aura un enfant avec un immense potentiel, qui, à terme, deviendra le numéro 1. Ouais, concrètement ce qu'il a fait, c'est du breeding de Pokémon. Et il a fini par obtenir son gamin CZV avec la bonne nature et même shiny en la personne de Shoto Todoroki. Mais tous les enfants cadets d'une fratrie vous le diront, il a fallu faire des ratés avant de faire un chef-d'œuvre. Et dans ces ratés, on a eu Toya Todoroki, et lui il a eu un assemblage des deux altères de ses parents, qui ne fait vraiment pas bon ménage. Il a obtenu les flammes de son père, et elles sont même encore plus puissantes et ardentes que ce dernier, cependant il a aussi obtenu la sensibilité au feu de sa mère. Et sachant qu'elle maîtrise la glace, vous comprenez en quoi c'est l'une des pires combinaisons possibles. Sachant qu'Endeavor avait déjà une initiation limitée de ses flammes, à un point où si un combat dure, il doit demander à son fils qui maîtrise la glace de le refroidir. Et de l'autre côté, t'as Toya, qui n'a pas d'allié qui lui permet de refroidir son corps, et donc il continue douiller à cause de son pouvoir. Tu ajoutes à ça que Endeavor, c'est sûrement l'un des pires darons tout manga confondu, et du coup il a été maltraité et négligé. Le mec s'est donc isolé dans la forêt pour pleurer, et son cocktail d'émotions a déclenché ses flammes qu'il n'a pas réussi à contrôler. Du coup il a juste cramé une forêt, et sa gueule avec. Et il serait mort si All for One n'était pas venu le secourir. Ce qui fait que dans le présent, son corps est blindé de cicatrices, brûlures, et sûrement des plaies ouvertes. Et il peut tellement cramer qu'il finit par être pas beaucoup plus qu'un squelette en flammes, avec vite fait quelques morceaux de chair par-ci par-là. Ouais, son pouvoir va finir par le mettre dans un état proche de la mort, où il n'a plus très longtemps à vivre. Vraiment, ce pouvoir, tu peux même pas te dire, ok, c'est nul, mais au pire, tu l'utilises pas, puisqu'il se déclenche tout seul avec de trop fortes émotions. Alors ok, en termes de capacité, c'est un alter dégueulasse à voir, et il est bien puissant, mine de rien, mais au niveau de la symbolique, c'est génial. Le gars se bat littéralement avec la haine, représentée par les flammes qu'il consume. Vraiment, merci Koei Horikoshi pour ton développement de personnage, qui est vraiment irréprochable. Oui, en ce moment j'ai envie de reparler de Berserk, et je le cale dès que j'ai l'occasion. Alors ok, ça peut aussi faire débat sur le fait que ça soit un pouvoir, puisque ça peut être considéré comme un équipement. Mais bon, l'armure du Berserker s'imprègne quand même de l'énergie spirituelle de Guts, puisque la forme de base de l'armure, c'est avec un crâne humain. Là où quand c'est Guts qui la porte, le casque a plus un aspect de loup, puisque c'est l'apparence de la bête des ténèbres, une sorte d'esprit que seul Guts peut voir, et qui l'influence à laisser libre cours à sa rage. Et cette dernière a une apparence de loup. Mais bref,
Après un terrible affrontement suite à son combat contre Slann, l'un des God Hands, Guts était encore fatigué et blessé quand de puissants apôtres l'ont attaqué, lui et ses compagnons. Vraiment, il galérait de ouf et il pouvait rien faire. Et du coup, on lui a mis l'armure du Berserker qui appartenait autrefois au Skull Knight. Elle offre à Guts un bon bonus de force, puissance et vitesse et le rend totalement sensible à la douleur. Et avec, il peut dégommer plein d'apôtres en 2 secondes. Mais attention, pas ressentir de douleur, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de blessure. C'est juste que Gus, en fait, il en a pas conscience. Et l'armure le répare entre guillemets. Genre, quand le bras de Guts est cassé, elle remet dans le bon sens à l'arrache pour que Gus puisse continuer à l'utiliser. Oui, c'est assez paradoxal pour une armure, mais en vrai, elle ne le protège pas beaucoup. Elle lui offre surtout un boost offensif. Mais pousser son corps autant à bout a forcément un contre-coup. Autant à court qu'à long terme. Genre après son premier combat avec, Guts a pris un coup de vieux. Il suffit de voir les quelques cheveux blancs qui ont poussé. Aussi, l'armure lui prend petit à petit ses forces vitales. Et également, une partie de lui. Guts perd peu à peu une partie de ses sens, et à force de se battre autant avec l'armure, Gus devient de plus en plus faible. À un tel point qu'il devient incapable de tenir sa Dragon Slayer. Et aussi, sa vue devient trouble. Ça, c'est pour les soucis de base de l'armure. Sauf que le trauma de Gus a rajouté encore un truc avec la Bête des Ténèbres. C'est simple, c'est la manifestation psychologique du traumatisme subi par Guts lors de l'éclipse. S'il a des pulsions meurtrières, l'armure peut le posséder directement. Et lorsqu'il est sous son influence, il ne ressent que de la haine. Genre, c'est comme s'il voyait que des ennemis. Et vraiment, il pourrait très bien fumer tous ses potes sans même s'en rendre compte. Pour l'utiliser en étant sain, il lui faut l'aide de Shriek. Mais plus Gus porte l'armure, plus elle repousse sa camarade et il devient de plus en plus difficile à contrôler. Et en tout cas, notre héros s'est mis dans un cercle bien vicieux. En théorie, il devrait éviter d'utiliser cet équipement, sauf que le problème, c'est qu'il affronte des ennemis de plus en plus forts, et est donc obligé d'utiliser son armure. Et plus il utilise l'armure, plus il devient faible et a besoin de son artefact pour combattre. Vous savez, j'aime pas trop les isekai. Déjà, rien qu'en termes de protagoniste, on a souvent un mec qui a raté sa vie dans le monde réel, mais à qui on offre l'occasion de vivre sa meilleure vie dans un monde de fantasy. Ça donne souvent des héros dont on a l'impression qu'il ne peut jamais perdre parce qu'il est trop puissant. Mais dans le cas de Natsuki Subaru de Re:Zero, certes, il peut pas échouer, mais il est pas du tout trop puissant. Il est même un peu frêle, et se fait pas mal bolosser par les autres persos son verse. S'il ne peut pas échouer, c'est grâce à une capacité mystérieuse qu'il a obtenue en arrivant dans l'autre monde, la mort réversible, qui lui permet, lorsqu'il meurt, de revenir à un certain checkpoint temporel, de sorte à pouvoir réessayer en boucle quelque chose jusqu'à ce qu'il réussisse. Un pouvoir cool sur le papier, mais qui en vrai est une putain de malédiction, car comme j'ai déjà dit dans cette vidéo, ce dernier va subir plein de morts ultra douloureuses et traumatisantes. Genre il s'est fait éventrer à de multiples reprises, congelé vivant et décapité, et la scène des lapins, non mais vraiment, je m'en mets toujours pas. Après, il peut quand même utiliser cette capacité de manière avantageuse, genre quand ses proches décèdent, il peut se suicider afin d'activer son pouvoir et essayer de le sauver. Ça reste difficile à faire, si je te dis jette-toi dans le vide ou tranche-toi la gorge, même si tu sais que ça aura pas de conséquences, ça reste une épreuve. À tel point qu'actuellement, dans la saison 3, il en est presque à une 50aine de morts. Et même s'il n'a aucune lésion physique irréversible, son mental et sa psychologie sont chaque fois plus brisés à cause des morts qu'il a subies. Tu m'étonnes qu'après autant d'épreuves si difficiles, Subaru soit totalement traumatisé. Surtout que le pouvoir a quelques contreparties bien sales. La première, qui ne peut pas parler de sa capacité aux autres personnages, sinon une force invisible lui offre une mort bien douloureuse. Et parfois, c'est encore plus cruel que ça, puisqu'elle peut décider de tuer un des proches de Subaru à la place. Ça a pour conséquence que Subaru ne peut pas parler de son pouvoir ou de ses précédentes morts aux autres personnages. À cause de ça, le mec il pète un câble, et nous, on le comprend, mais pour lui, ça reste hyper isolant, et les autres personnages ont l'impression que c'est juste un détraqué de base. Et la mort réversible a un dernier contre-coup assez affreux, c'est que Subaru est totalement obligé d'accomplir son objectif. On apprend ça dans une des routes alternatives, écrite par l'auteur du light novel, celle qui incarne le péché de la paresse. En fait, lorsque Rem lui a avoué ses sentiments, Subaru, au lieu de dire « je vais quand même sauver Emilia », a dit juste fuck à toutes ses responsabilités, et il est parti vivre sa best life avec Rem. Et en vrai, je suis sûr que beaucoup auraient fait ce choix. Il a donc vécu une vie paisible et une belle histoire d'amour avec Rem, avec qui il a même eu des enfants. Cependant, des dizaines d'années plus tard, lorsque Subaru est mort de cause naturelle, eh ben il est revenu au checkpoint au moment avant que Rem ne lui avoue ses sentiments. Donc, il a vécu toute une vie, certes heureuse, mais totalement inutile. Et du coup, il est en quelque sorte piégé. Voilà pourquoi c'est l'un des pires pouvoirs des mangas animés à posséder. Car, contrairement aux autres, c'est pas spécialement handicapant, mais c'est une giga malédiction qui te cause plein de problèmes psychologiques et qui rend ce que t'as construit inutile si jamais tu décides d'arrêter de souffrir à cause de ce pouvoir. A force que j'en parle, vous connaissez à connaître Valkyrie Apocalypse, mais pour ceux qui ne suivent pas l'histoire, je vais vous la résumer un petit peu. Dans cet univers, toutes les religions et mythologies existent, et un mélange de plusieurs panthéons ont décidé qu'il est temps de détruire l'humanité. Sauf que la Valkyrie Brunhilde les traite de lâches, et les défie d'affronter les humains en 1 contre 1 pour décider du sort de l'humanité. On a donc un tournoi en 13 combats, entre différentes divinités,
et des humains ayant marqué l'histoire. Et pour que les humains puissent avoir une chance, ils sont accompagnés de Valkyries qui leur servent d'armes et qui peuvent blesser les dieux. Donc voilà, c'est l'essentiel à savoir. Et qui dit tournoi, dit forcément combattant. Et autant certains ont des capacités vachement stylées, genre Adam qui peut tout copier et esquiver, Bouddha qui peut voir les actions futures de ses adversaires, ou encore Thor qui manie la foudre et qui a une force surhumaine. Cependant, certains combattants ont des capacités vachement puissantes, mais avec des contreparties qui n'ont vraiment pas envie de les avoir. Genre Shiva qui brûle afin d'augmenter en puissance, c'est fort hein, mais en contrepartie ça consume ton propre corps. Et parmi les pires capacités du manga et de l'anime, le premier auquel je pense c'est celui de Raiden Tamenon, le plus grand sumo de l'histoire. Lui il a des muscles tellement forts que c'est compliqué pour lui de les utiliser, et même ces derniers brisent ses os. Sa famille a carrément mis des sceaux sur son corps afin de les rendre utilisables, et il a réussi à en faire une force afin de devenir le plus grand sumo de l'histoire. Mais bon, la majorité des gens avec un tel pouvoir passeraient juste toute leur vie dans un fauteuil roulant. Les prochains pouvoirs que j'ai envie d'évoquer ne sont pas encore apparus dans l'anime, donc si vous êtes anime only, allez du coup à ce timecode pour pas vous faire spoil. Même si dans le cas de Valkyrie Apocalypse, je le répète, mais je vous conseille vraiment le manga qui atomise l'anime. Bref, dans les pires pouvoirs, on a celui de Qin Shi Huang, le premier empereur de la Chine. À la manière d'Adam, il a un pouvoir avec ses yeux. Ces derniers font que lorsqu'il voit quelqu'un qui souffre physiquement ou que quelqu'un regarde de mépris à son égard, il souffre également au travers de brûlures sur son corps. Ça l'handicape tellement qu'au quotidien, il garde un bandeau sur ses yeux pour entraver son pouvoir, même s'il est capable d'utiliser ses capacités afin de frapper dans les points faibles de ses adversaires. Perso, avec un pouvoir comme ça, j'habite seul et je sors jamais de chez moi. Non mais, je veux dire, la moindre personne qui a un petit bobo, tu ressens les mêmes souffrances. Et si tu sors un peu mal habillé, les gens te regardent avec mépris et t'as des brûlures sur le corps. Mais clairement, pour moi, le pire pouvoir, c'est celui du combattant humain du fight actuellement en cours, celui du meilleur sniper de l'histoire, Simo Aya, aussi nommé la mort blanche. Alors, il y a une règle qui n'est pas officiellement dite dans le manga, mais qui est fortement suggérée, c'est que les dieux doivent être frappés par quelque chose de vivant pour être blessés. C'est pour ça qu'ils ont besoin des Valkyries, qui sont concrètement des armes vivantes, et aussi qui peuvent blesser des dieux à main nue. Les armes humaines sont purement inutiles. Du coup, Simo, même si son fusil est une Valkyrie, ses munitions, ça reste des balles. Et donc contre un dieu, c'est inutile. Du coup, pour pallier ce problème, la capacité de Simo lui permet de changer ses organes en munitions qui lui permettent de blesser les dieux. En plus, la munition semble avoir des capacités différentes en fonction de l'organe qu'il choisit. Alors, je sais pas exactement ce que le manga considère comme étant un organe, mais avec cette logique, Simo devrait avoir genre 13 munitions. Sur un combat, et contre un adversaire aussi fourbe que Loki, c'est vraiment très limité. Mais je pense pas avoir besoin de vous expliquer en quoi se faire prélever un organe à l'arrache de la sorte, sans anesthésie, c'est extrêmement douloureux. Évidemment, ça cause des lésions irréversibles. Le gars, plus il combat, plus il meurt à petit feu. Alors, actuellement, le combat n'est pas encore terminé, mais même si par miracle Simo parvient à gagner son affrontement, il sera vraiment pas en bon état pour le reste de son existence. Personnellement, je pense que l'affrontement va se terminer en égalité, avec Simo qui utilise son cœur pour achever son adversaire. Et honnêtement, ça serait hyper stylé. Bon, jusque là on a parlé d'un seul personnage qui avait un pouvoir chier. Sauf que là, c'est tout le système de pouvoir qui donne vraiment pas envie d'être utilisé. Je ne sais pas si vous connaissez Witch Watch. De base, c'est un manga comique qui a débuté dans le Jump en 2021 et qui a le droit à une adaptation animée en 2025 qui est encore au cours au moment où je vous parle. Et honnêtement, c'est plutôt sympa et assez drôle et je vous conseille de mater l'animé. On y suit Morihito, un garçon qui n'est vraiment pas banal, puisque outre son prénom qui me fait penser à un cocktail, c'est en réalité un Oni, ce qui fait qu'il a une force surhumaine. Il a une amie d'enfance, Nico, qui décide de faire de lui son familier, puisqu'il s'entraîne à devenir une sorcière. Et Morihito est chargé de la protéger d'un funeste présage. Les deux vont donc vivre sous le même toit, et puisque c'est une sorcière, elle utilise souvent sa magie dans leurs tâches quotidiennes. On y arrive, mais sa magie a des contre-coups assez problématiques. En fait, quasiment tous les sorts magiques ont une contrepartie qui les rend inutiles, voire même handicapants. Un sort inutile, c'est par exemple sa capacité de clonage. Avec, elle peut créer un double d'elle-même pour l'aider. Bon, tu te dis que c'est comme le multiclonage, et c'est cool hein, sauf que non, puisque ça divise sa force par deux. Donc au lieu de porter un carton toute seule, elle va porter un carton à deux. Et oui, ça sert à rien. En plus, ça divise aussi son intelligence par deux, donc elle va se dire qu'elle doit encore se dédoubler pour l'aider. Et c'est ce qu'elle va faire. Donc avec ce pouvoir, tu deviens trop con pour te rendre compte de l'inutilité de la manœuvre. Elle a aussi un sort qui lui permet de copier une tenue sur un magazine, c'est très pratique, surtout quand on veut des fringues hors de prix, sauf que le problème, c'est que ça ne peut copier que la face visible de la tenue. Donc si vous copiez un vêtement de face, il y aura rien de dos, ça sera juste transparent. Donc on verra vos fiacs. Alors, c'est très pratique si vous frimer sur Instagram, mais jamais si vous sortez avec. Elle a aussi un sort qui permet d'alléger les objets et les gens. Utile pour porter des courses, sauf que, problème, c'est que ça s'alourdit avec le temps. Donc si vous n'avez pas rangé vos courses assez rapidement, ça devient plus lourd et handicapant qu'à l'origine. Et si vous utilisez le sort sur un humain, certes,
il sera plus léger, ce qui peut servir dans certaines circonstances, mais son cerveau va aussi s'alléger et il sera bien plus teubé. Et par la suite, il va devenir hyper lourd et pessimiste. En plus, ses pouvoirs ne semblent vraiment pas être précis si Nico n'est pas à côté du truc et va ensorceler. Genre, à un moment, notre magicienne en herbe souhaite viser une gomme au bout d'un crayon pour la faire grossir. Mais elle touche toujours à côté. Genre, elle touche la mèche de Morito, ce qui le fait ressembler à Gon adulte, puis sa tête. Du coup, on dirait une mascotte de parc d'attraction. Ou un moment, elle touche son bras gauche. Ce qui fait qu'on dirait qu'il est célibataire depuis beaucoup trop longtemps. Enfin bref, c'est un peu toujours la même rengaine. Il y a un sort pour théoriquement régler une situation, mais il y a un contre-coup qui rend la situation bien plus contraignante qu'il était à l'origine. Ce qui est un prétexte à cette situation burlesque afin de faire rire les lecteurs et spectateurs. Et honnêtement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça marche plutôt bien. Alors, en voyant ce titre, je sais ce que vous dites, mais Alcor, t'es devenu fou. La fusion métamol, c'est trop bien. Ça permet de fusionner deux guerriers afin de multiplier leur puissance entre eux, afin de donner un seul guerrier trop stylé. Alors, dans l'absolu, vous avez raison. C'est vrai que Gotenks c'est très cool, et Gogeta, mon dieu, mais quel flot intersidéral. Et je le dis, mais il met un tracé à Végétaux. Mais vous semblez oublier que les conditions pour fusionner sont hyper restrictives. Déjà, les deux combattants doivent avoir exactement la même puissance et un gabarit similaire. Enfin, Silent Redcon pour créer Gogeta et faire du merch. Parce que cette condition ne pose pas de problème pour Goten et Trunks, mais ne marche théoriquement pas avec Goku et Vegeta. Pour rappel, Goku a longtemps été plus puissant que Vegeta, et il est largement plus grand en taille. Mais si c'était que ça irait. Mais le problème, c'est qu'il faut faire une danse terriblement compliquée à la perfection. Donc déjà, c'est un truc quasiment infaisable en situation de combat réel contre un ennemi trop dangereux, parce qu'à moins qu'il y ait quelqu'un pour faire diversion, comme dans les films, vous aurez jamais le temps de caler la danse avec votre coéquipier. Et ça, on le voit très bien avec Super Boo qui frappe Trunks direct. Et en vrai, s'il les a laissés faire la fusion, bah c'est parce que pourquoi pas hein. On a bien vu que par la suite, Super Boo n'aurait jamais laissé Goku faire la fusion. Et si vous parvenez quand même à prendre le temps de faire la danse, s'il y a un défaut dans votre position, le résultat de la fusion sera soit un gros lard méga lent et qui pète, soit un anorexie asthmatique. Dans tous les cas, le résultat d'une fusion foirée est bien plus faible que les deux combattants originaux. Et vous êtes coincé comme ça pendant une demi-heure où t'es gigalant, vraiment. Je sais pas comment Veku a pu tenir 30 minutes contre un adversaire aussi meurtrier et dangereux que Super Janomba. Alors là, vous vous dites, oh, mais ça va, que ce soit Goten et Trunks ou Goku et Vegeta, ils ont appris à bien faire la danse. Mais là, ce que vous faites, c'est ce qu'on appelle le pied du suivant. Vous vous concentrez sur toutes les fois où la fusion a marché et vous occultez toutes les fois où ça foiré. Genre, c'est ok de foirer la première fois, mais c'est sans oublier que Goten et Trunks font foirer dans le film DBS Super Hero, alors qu'ils ont théoriquement des années d'expérience avec ces techniques. Donc voilà. Ça a servi à rien, et le gros Gotenks a juste servi de projectile pour les autres persos. Mais pour Goku et Vegeta, je sais pas si vous vous rendez compte, mais que ce soit dans le canon ou dans le film pas canon, on a autant vu un Vegeta foiré que réussi. Sauf que le problème de cette technique ne s'arrête pas là. Oh non, théoriquement une fusion dure 30 minutes. Mais plus on est puissant, plus ça réduit le temps de la fusion, et encore plus si tu transformes. Genre Gotenks contre Super Boo, il était surpris que la fusion s'arrête si tôt parce qu'il a trop consommé d'énergie à cause du Super Saiyan 3. Et contre Omega Shenron dans Dragon Ball GT, pareil, Goku et Vegeta étaient surpris que la fusion ne dure que 10 minutes à cause de la trop grande puissance du Super Saiyan 4. Donc je résume, si t'as besoin de fusionner, c'est que t'es contre un adversaire trop puissant. Et là avec ton pote, tu dois trouver le temps de faire une danse super compliquée, avoir une parfaite maîtrise pour ne pas te foirer, sinon tu vas devenir plus faible que toi et ton coéquipier de base. Et même si tu réussis, elle risque de durer pas très longtemps si t'es déjà bien puissant. Non, vraiment. À choisir, je prends les Potara, c'est juste une boucle d'oreille à enfiler, et ça peut pas foirer. Non, vraiment, c'est bien plus viable. Et truc super cool, c'est qu'il y a même plus la contrepartie de la fusion définitive, puisque ça aussi, ça a été retcon dans Dragon Ball Super. En vrai, la fusion de manière générale est pas très rentable, puisque dans le canon, c'est arrivé qu'une seule fois que la fusion arrive à battre un adversaire, dans le film DBS Broly. Et quelque part tant mieux. La philosophie de Dragon Ball, c'est pas de faire affronter des personnages fusionnés. Les arcs se finissent en combat 1 contre 1 sans artifice. C'est ça la vraie philosophie de Dragon Ball. Et si justement ils fusionnent à chaque fois, ça causerait pas mal de problèmes dans les enjeux et pour la progression des personnages. Et voilà, c'était 6 pouvoirs que je ne voudrais vraiment pas utiliser dans les mangas animés. Et parmi eux, c'est lequel celui que je voudrais jamais utiliser. Perso, c'est les balles de Simoya. Juste imaginer se faire arracher des organes à l'arrache, vraiment ça me dégoûte. Et d'ailleurs, si vous avez d'autres pouvoirs à me suggérer pour un nouvel épisode, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Allez, abonnez-vous, je vous dis à la prochaine, ciao!